Imhotep, Ankh Ouja Seneb. toi Wencha. Bienvenue et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent dans l'académie et aussi ceux qui nous rejoignent du Kush Kamit Congo. Aujourd'hui, nous avons une émission très intéressante qui s'appelle La ferme appelée l'Afrique. Et donc, c'est simplement pour parler de la situation qu'on avait. Et donc, imaginez-vous être quelque part et on vous décrit une situation. Fermez les yeux, essayez d'imaginer ça profondément et puis de regarder, une fois que vous regardez autour de vous, demandez-vous où vous vous trouvez. Alors, sans plus tarder, vous êtes avec moi qui est Kanefera Koutine Chair de l'Académie de la culture noire ainsi que le Kush Kamit Congo, avec Baba Kinkela Wamazulu, Kufumotep Atumra, Shango, Akhenaton. Douane Chair. Disons que c'est Baba Kinkela, Wamazulu, Kufu Imhotep, Akhenaton et Rashango. Et comme notre mout venait de nous dire, essayez de fermer les yeux. Je vais essayer d'être musical aujourd'hui pour fêter dans un premier temps que dans le mouvement Kush Kamit Congo, nous avons rejoint plus de 20 000 personnes. Dans l'Académie de la culture noire kémétique, nous avons plus de 1000 inscrits qui obtiennent une formation culturelle complètement gratuite. Essayez de fermer les yeux pendant quelques temps et d'écouter. Une ferme appelée l'Afrique. Eh bien, pendant un instant, essayez de vous imaginer des animaux. Prenez des animaux, n'importe quel animal. Chaque espèce animale dans la brousse est en symbiose avec son écosystème. En fait, vous verrez très mal les animaux vivre dans la saleté. Même le porc, qui est reconnu pour être un animal à captivité qui vit dans la saleté, eh bien, quand il est en liberté, prenons par exemple le porc de brousse, qu'on appelle les sangliers, ok? Bah, ils ne vivent pas dans la saleté, ils ne se foutent pas dans la saleté. Chacun a un écosystème. Maintenant, j'espère que vous avez fermé les yeux. Essayez de visualiser des porcs, essayez de visualiser des éléphants, essayez de visualiser des lions, des zèbres dans la forêt, en liberté. Ces animaux intègrent leur milieu et vivent en paix et en équilibre. Et quand je parle d'équilibre ici en termes d'environnement, je suis en train de parler d'équilibre écologique. Ces endroits sont sous une réglementation écologique qui inspire et qui donne une forme de propreté. En fait, personne ne balaye une forêt. Personne ne balaye une brousse. Et jusqu'à ce que l'homme met les mains dans l'océan, personne ne les balaye. Mais elle est toujours propre. Vous êtes jamais posé la question, comment, quand vous avez dans votre parcelle des arbres, vous avez la saleté, mais la forêt, elle est généralement propre. Il y a un écosystème, il y a une écologie naturelle qui est mise en fonction. Maintenant, prenez ces animaux-là, mettez-les en captivité, mettez-les dans une ferme, construisez une ferme selon vos goûts ou selon aussi vos moyens, votre perception de l'animal. Vous créerez des cabanes, ce que l'on appelle une ferme, c'est des cabanes d'animaux. Vous êtes bien d'accord avec moi? Et mettez ces animaux dans des cabanes. Essayez de visualiser des animaux dans des cabanes. Dites-moi, dans votre vision, voyez-vous des animaux en train de nettoyer leurs cabanes? Dites-moi dans votre vision, voyez-vous des animaux en train d'améliorer ou tout même en train de faire un constat si ces tables sont propres ou pas. Et quand bien même ces constats pourraient être possibles,
voyez-vous des animaux en train de nettoyer leur environnement? Pas leur environnement, mais leur cabane. Non, ils ne le font pas. En fait, l'animal qui vit dans les cabanes reste dans une cabane. Il ne modifie pas la cabane. Vous pouvez retourner dans cet endroit 15 ans, 20 ans après, et vous trouverez la cabane qui est la même. Pourquoi? Parce que l'animal, dans une ferme, est sous embargo de sa vie. Toute sa vie a été mise en embargo. Sa vie n'a plus pour objectif l'amélioration de son état de conscience, de sa propre conscience. Sa vie pour objectif est celui de servir à la vie de quelqu'un d'autre, c'est-à-dire à ce moment-là, les bergers. Les moutons doivent vivre, être nourris, mis dans des étables pour produire de la laine que le maître va récolter pour faire des habits et qu'il va revendre. La vache est mise dans l'étable, est nourrie pour produire des laits que les maîtres revendent, pour produire des veaux que les ventes revendent ou mangent. Essayons de voir l'Afrique d'un côté et de l'autre côté, essayons de voir cette ferme. Et posons-nous la question, pourquoi y a-t-il autant de différences entre l'Afrique et l'Occident? Pourquoi chaque année, quand vous rentrez en Occident, ceux qui vivent en Occident savent que les maisons qui ont été construites il y a 10 ans ne se construisent plus aujourd'hui. Les techniques avec lesquelles on construisait les maisons en Europe il y a 20 ans, aujourd'hui, toutes ces maisons sont hors normes. Vous ne pouvez même plus utiliser les mêmes matériels qui ont été utilisés 20 ans dans la simple construction des maisons. Ne parlons pas de la fabrication des médicaments. Ne parlons pas jusqu'à arriver dans la production des produits cosmétiques ou tout simplement dans la fabrication des jeux pour enfants. Tout change. Il y a une évolution. Une évolution constante. Mais nous observons en Afrique que les mêmes techniques de construction qui nous ont été données, c'est ce que nous conservons. Sinon, nous obtenons ce que les maîtres nous donnent. Tous exactement comme des animaux dans une ferme. Toute amélioration qu'ils ont, c'est ce dont les bergers leur a procuré. Eh bien, c'est de ceci que je veux que nous parlons ce soir. Toi, Netia, et j'allais quand même dire qu'en écoutant, on a quand même l'impression que des animaux qui sont dans la forêt nettoient. Parce qu'en fait, l'être humain, il a sa version à elle de créer la propreté, de nettoyer, de créer un ordre. Et de temps en temps, on s'attend à ce que les animaux ou les arbres qui sont autour de l'être humain puissent se comporter de cette manière-là et de nettoyer comme voulu. Mais ce qu'on réalise, au fait, c'est que c'est vrai, effectivement, quand on part dans une forêt ou on part justement, quand on part dans un environnement où l'être humain ne fréquente pas de manière constante, on peut aller et pas seulement les forêts même quand on part dans les rochers ou quand on part dans les grottes sont propres. Mm-hmm. Les grottes sont propres, il n'y a pas de saleté, il n'y a pas tout partout. En fait, en général, tout est propre. L'eau est propre. Il y a des environnements. Il y a un système naturel de nettoyage. Et alors, pourquoi est-ce que cette juxtaposition? Parce que est-ce que l'être humain n'est pas propre? Je pense que ce sera une bonne question. La question est déontologique. La question de la propreté. OK? Essayons de faire une analyse comparative. Dans la société organisée aujourd'hui, on parlerait d'une personne saine, celui qui vit dans un état reconnu du point de vue de la morale et de l'éthique normale propre. Quand une personne se retrouve dans la saleté, on dit qu'il est fou. Alors, la folie, c'est un état où une personne perd conscience de soi.
Ce n'est que dans un état de perte de conscience de soi que l'on produit de la saleté. Chaque organisme produit des déchets qui servent de matières premières pour les autres organismes. Mais quand un être sort de l'équilibre naturel, ce qu'il produit comme déchet n'est plus utilisable pour personne. Okay. Maintenant, l'homme est-il sale? Je parlerai de quel état d'homme est sale. L'homme esclave. L'homme esclave a perdu son rapport avec son environnement. Et les déchets qu'il produit n'est plus une matière première pour une autre espèce. C'est à ce moment-là que nous avons un problème. Douane, ça devient de plus en plus clair parce que justement quand on part dans une forêt, c'est vrai que si vous mangez une mangue et vous avez le noyau, il y a le noyau qui peut être recyclé par la terre. Donc la terre va reproduire un arbre dessus, que vous enterrez le noyau ou pas. En général, il y a un système pour reproduire. Mais aussi, c'est de la même chose avec la peau. Si vous enlevez la peau et que la peau allait pourrir, il y a certains animaux qui peuvent manger ce qui est pourri du point de vue humain. Tout comme du point de vue des animaux, certains éléments que nous mangeons sont pourris pour les autres animaux aussi. Tout comme, et c'est vraiment ce point-là qui est que, mais on voit beaucoup aussi que dans la nature, par exemple, il y a le point qui est que on va consommer un fruit dès que le fruit devient mûr. Donc, c'est que dès que le fruit commence à mûrir, et puis on a la capacité de consommer le fruit à n'importe quel niveau. Et donc, il y a certains qui vont manger quand c'est encore dur, quand c'est moelleux, quand c'est pourri. Mais par contre, en général, dans la forêt, ce qui est prématuré n'est pas vraiment consommé. Parce que si on prenait, par exemple, une pomme qui n'est pas, ou une mangue qui n'est pas mûre, et qu'on allait la consommer, ça allait faire que les graines de cette pomme ne sont pas assez mûres pour se reproduire, pour être recyclées. Et donc, on devient déjà avec un problème qu'on a. Parce que c'est quelque chose, un constat que j'avais fait, mais aussi quand on regarde en majorité aussi les documentaires, on voit que les animaux, ils mangent les fruits mûrs, ou ils mangent les produits qui sont arrivés à un état qui pourra être recyclé de manière naturelle. Et donc, c'est ce que nous appelons par un fruit mûr. Un fruit mûr, c'est un fruit qui, le noyau ou la graine qui est dans ce fruit pourrait se reproduire. Et dès que ce noyau devient mûr, donc ça devient assez à un état pour se reproduire, alors les animaux commencent à manger. Et c'est seulement que l'être humain qui va peut-être manger un fruit à un état prématuré ou encore cueillir une plante et la faire mûrir de manière artificielle. Et ce qui fait que la graine devient une graine qui ne pourrait pas se reproduire parce que c'est une graine qui n'a pas tous les éléments, qui n'a pas pu prendre tous les éléments de la plante pour reproduire cette plante-là. Douanetia. Exactement. Et l'équilibre de la vie est basé sur le maintien et la reproduction de la vie. Et quand on sort de cet équilibre, on commence à détruire la vie. Et quand on détruit la vie, qu'est-ce qu'il y a? On crée de la saleté. On crée quelque chose que la nature ne peut absorber, que la nature peut reprendre. Et nous avons production de la société, de la saleté. Et cela correspond justement à un état mental, d'esprit, d'animal en captivité. Et c'est ce que nous observons aujourd'hui dans les mondes africains, dans tous les différents mondes africains que nous parlons. Et quand je parle de l'Afrique partout où elle est, c'est-à-dire partout où vivent les mélanodermes, que nous soyons dans l'Afrique continentale ou tout comme dans les îles, les îles, comment disons pas, je voulais parler des Antilles. Okay? Qu'est-ce que nous voyons? Nous avons, dans les mondes africains, en général, il y a un embargo. Un embargo sur les plans scientifiques et de développement. Maintenant, cet embargo met le monde africain hors de son équilibre naturel. Cette mise en embargo qui nous met hors de l'état d'équilibre naturel fait que l'on produit de la saleté. Pourquoi? Parce qu'on vient des animaux d'une ferme. Il n'y a personne qui va nettoyer une forêt. Il n'y a personne qui va récolter les déchets des animaux dans la forêt. Mais dans une ferme, si vous ne récoltez pas les déchets des animaux, vous allez avoir une pestilence.
La question est la suivante. Comment est-ce que des animaux, dans une ferme, dans la liberté, dans la forêt, il n'y a pas besoin qu'ils récoltent des déchets? Pendant que, quand on est dans une ferme, ils commencent à produire des déchets et que si ces déchets ne sont pas récoltés, eh bien nous avons un déséquilibre, un impact écologique grave. On doit utiliser, dans les fermes où on utilise les vaches, on utilise des millions d'eau, des millions de litres d'eau pour nettoyer les saletés des vaches. Dans les fermes où on a les vaches en captivité, on utilise des millions de litres d'eau par mois pour nettoyer, juste pour nettoyer, pas pour boire. Et oui, juste pour nettoyer, pas pour boire. Or, ces mêmes animaux-là, en liberté, eh bien, nous avons un état mental complètement différent. Et j'avais dit au début, essayons de mettre la situation africaine en juxtaposition parce que l'Afrique est une ferme. Et nous sommes mis dans des cabanes. Regardez dans quelles conditions généralement l'on vit en Afrique, c'est dans des cabanes. Dans des cabanes exactement comme dans une ferme. Et il nous a été levé toute possibilité de développement scientifique ou de développement technique, technologique, justement pour maintenir l'état d'une ferme. Les fermes, c'est un agglomérat des cabanes. Encore plus important, les animaux ne doivent pas se rendre compte qu'ils sont dans une cabane. Ils ne doivent pas rechercher le luxe de la maison du patron. Douane-Chair. Oui, c'est un scandale écologique parce que quand on prend en considération, par exemple, les déchets, eh bien, on a le plastique qui arrive en Afrique ou même, beaucoup diront le plastique, mais moi, j'irais même à dire tout élément. On a le verre, on a le plastique, on a les bouteilles en verre, mais on a aussi le métal aussi. On a plusieurs types de métal et aujourd'hui, il y a des formes de métal qui sont mélangées avec du plastique. La nanotechnologie, il y a les ordinateurs, il y a tous ces éléments qui arrivent en Afrique. Mais une fois que ces éléments jadis, les choses pouvaient avoir une vie de 30 ans, 50 ans, mais maintenant, on a des choses qui ont une vie de 5 ans. Seulement, les téléphones portables ont une vie des fois entre 2 ans au maximum à peut-être 5 ans. C'est vraiment le maximum. Et donc, une fois que cette vie est finie, est assurée, il faut s'en débarrasser. Il faut savoir qu'est-ce qu'on peut faire avec. Et c'est quelque chose qui est très, 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 très important pour nous de comprendre et de prendre en considération aussi. Et donc, maintenant, le point que moi, je me rends compte souvent, c'est quand, par exemple, on prend des déchets. Alors, on a les déchets qui sont faits dans une ville, qui sont créés en Occident, qui sont créés en utilisant plusieurs éléments. Et maintenant, ils vont aller créer des décharges. Des décharges où on va aller jeter tous ces déchets. Mais en réalité, il faut l'avouer que les décharges qu'on retrouve en Afrique ou même on retrouve en Afrique, on retrouve aussi dans certains pays de l'Asie aussi, l'Indonésie, et des décharges qu'on retrouve sont des décharges qui viennent de l'Europe. Ce sont tous les déchets de l'Europe qu'on va aller jeter ça en Afrique. Et donc, ça montre encore la condition de la ferme qui est que, en général, la ferme, c'est la partie la plus sale de la maison. Si la maison est à côté de la ferme. Et donc, la ferme, c'est là où on va garder tout ce qui sont mauvais. On va garder avec les animaux. Donc, on va prendre tout ce qui sont mauvais, tout ce qui peut être un peu sale, on va garder dans la ferme. Donc, tous les équipements, tous les habits qu'on utilise pour la ferme, on va la garder dans la ferme. On ne va pas la mettre dans la maison avec tous les beaux vêtements. Et donc, c'est comme ça qu'une fois qu'un plastique ou quoi que ce soit ne peut pas être recyclé en Europe, eh bien, condition, c'est direct. Ça prend un vol ou ça prend un vol pour un pays, comme ils appellent les pays de tiers-monde, mais ça part en réalité, ça part dans une de leurs fermes. Et donc, ce qui fait qu'une fois que l'élément arrive, eh bien, ça commence à créer énormément de plastique. Et aujourd'hui, je viens de lire un article qui montre qu'on a déjà commencé à retrouver dans le cordon ombilical, on a commencé à retrouver du nanoplastique dans le cordon ombilical déjà. Et donc ça montre justement comment dans la ferme, les animaux ne savent pas non plus, ils ne choisissent pas ce qu'ils mangent. Donc si on leur fait manger, parce que même beaucoup d'animaux dans les fermes, on leur fait manger la chair de leurs frères et sœurs, c'est qu'il y a une abomination. Et on leur fait manger ça dans les fermes, ils ne peuvent rien faire. Les animaux qui sont herbivores, on leur fait manger de la chair
peu importe si c'est une vache qui mange Les vaches qui mangent les vaches, les chevaux qui mangent les chevals ou qui même mangent les poules. Les lapins, les poules qui mangent les poules. Quand les poules sont mortes, eh bien, on prend les corps des poules, on les pulvérise, on les met dans la nourriture pour les poules. La même chose nous avons aujourd'hui les vaches qui mangent les vaches, les chiens qui mangent les chiens. Mais la question se trouve, c'est lui qui met quelqu'un d'autre dans un état de dépendance coloniale. C'est parce que lui-même, il est dans un état de dépendance coloniale. C'est parce que c'est lui qui force l'autre à vivre dans un état non naturel. C'est parce que déjà lui-même vit dans un état non naturel. C'est lui qui force l'autre à produire des déchets. On voit qu'aujourd'hui, on produit beaucoup de déchets en Afrique, mais c'est parce que lui-même déjà produit beaucoup de déchets. Et ça c'est l'environnement, disons, le développement de cette thèse ou de cette idée. Mais encore plus important aujourd'hui pour nous, et c'est lui de faire une réflexion à chaud. Okay? Et quand nous regardons le monde noir, on se rend compte d'un manque de développement dans tous les secteurs. Et les seuls éléments de développement ce que nous appelons développement, en partant de la religion à la formation scolaire, ce sont des éléments qui ont été déclassés du monde occidental, ok, et jetés. Tout comme dans une maison, quand est-ce que vous mettez quelque chose dehors à la poulailler? Eh bien, c'est qu'elle ne vous sert plus. Okay. Quand vous avez un morceau de bois, une chaise, qui est tellement usée que vous n'en voulez plus, eh bien, vous la mettez dans les jardins, dans votre ferme pour que les poules s'en servent pour, je ne sais pas moi, se coucher, prendre du repos dessus. C'est toujours le cas. Et les discours, spécialement dans le monde africain, c'est celui de faire l'effort, de pouvoir visualiser cela. Et je vous assure, si vous faites un effort, vous allez vous rendre compte que nous vivons dans une ferme en Afrique, composée de cabanes. Certains vont dire qu'ils ont de très belles maisons, mais des vieilles technologies qui ont été utilisées par les autres et qu'on vous a léguées. Quelqu'un voudra en discuter. Prenons l'exemple de la Chine. Ou non, disons un exemple que tout le monde connaît. Quand les Américains sont allés vendre la voiture Ford au Japon, les Japonais ont envoyé leurs ingénieurs meilleurs. Regardez la Ford, ils l'ont étudiée. Et avant même que les Japon puissent conclure les premiers marchés d'achat de voitures Ford, ils avaient déjà produit les leurs. Regarde les Chinois. Les Chinois ont été appelés pendant très longtemps les rois du faux. Mais c'est quoi un faux? C'est la reproduction de la technologie de l'autre. Les Chinois n'importent pas les instruments technologiques occidentaux. Ils viennent les étudier sur place. Et ils en produisent, eux, selon leur orientation culturelle. Mais cela n'a jamais été possible en Afrique. Et des cas où cela a été possible, tout a été mis, tous les instruments possibles ont été mis en marche pour arrêter cela. C'est le cas de l'éléphant blanc dans la République démocratique du Congo, ex-Zaïre, avec le maréchal Mobutu, qui avait installé une industrie de transformation pour pouvoir produire des instruments métal. En Afrique, dans la République démocratique du Congo, tout ce qui est métal, même les aiguilles, vient de l'Occident. Les câbles électriques viennent de l'Occident. Et un investissement énorme a été fait pour pouvoir résoudre ces problèmes-là et qui allait avoir un impact sur les prix, justement, des fournissements électriques des privés, des particuliers. Et aller rabattre les prix parce que les câbles qui viennent de l'Europe coûtent énormément cher. Parce qu'ils sont fabriqués à l'étranger, ils doivent être achetés, transportés, ainsi de suite. Mais si on les produisait sur place, vu que les matériels premiers avec lesquels sont fabriqués en termes de caoutchouc, en termes de cuivre, sont pris sur place, eh bien,
les mondes coloniales, les propriétaires coloniales se sont activés et cette machine, cet investissement qui a coûté beaucoup d'argent, n'a jamais travaillé un seul jour. Même pas un seul jour. Vous poserez la question, pourquoi? Ça, c'est pas, j'ai donné l'exemple du Congo. Mais nous en avons vu des Cameroun, on a vu partout où on fait des investissements contingents pour pouvoir avoir une production propre. Et nettement, cela n'a pas lieu. Pourquoi? Pourquoi cela n'est pas lieu? Très simple, vous êtes une ferme. Et en tant que femme, vous êtes sous embargo. Pour pouvoir vous maintenir dans un état de ferme, il faut un embargo. Un embargo sur les plans scientifiques, et je parle de l'éducation. Et un embargo sur le plan de développement, c'est-à-dire investissement, innovation et tout autre. Cela n'est pas permis. Dès qu'un jeune Africain fait des prouesses, on l'envoie à l'étranger. Pourquoi? Pour qu'il gagne sa vie? Non. Pour freiner, pour maintenir l'état de la ferme en Afrique. Et quand on regarde aujourd'hui, comment pouvez-vous justifier que justement, la ferme, suivez-moi dans ce discours, dans ce raisonnement. La ferme et la maison, qui est le raisonnement entre une ferme et une maison? Quel est l'environnement le plus riche? C'est la ferme. Dans la ferme, vous trouvez des œufs, vous trouvez du jambon, du fromage, vous trouvez du lait. Mais tout est consommé à la maison. Tout est consommé à la maison. Tout ce qu'on fait à la ferme, c'est produire et travailler. Produire et travailler, mais tout est consommé à la maison. La ferme reste la même. Ce sont toujours les mêmes cabanes, pendant que les maisons évoluent. Au fait, même, je peux dire, les propriétaires peuvent se payer des vacances. Ils peuvent aller voyager le monde, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Pendant que les animaux de la ferme, ils sont là et ils sont. Et il y a certains animaux qui n'ont même pas le luxe de marcher parce qu'il y a certaines poules qui sont tellement très grosses qu'elles ne peuvent même pas se mettre debout sur leurs pieds. Elles ne peuvent même pas se mettre debout pour faire quoi que ce soit. Moi, je ne vais même pas aller je vais même pas aller à midi 14h comme on dit au Congo. Je ne vais même pas aller perdre mon temps et je vais aller droit au but. Quand on écoute des choses pareilles, moi, ça me fait un peu déprimer parce qu'on se rend compte au fait que il y a vraiment dans ce monde un espace qui est que on ne veut pas que les autres puissent vivre normalement. On ne veut pas que les autres puissent vivre en paix. On ne veut pas voir d'autres personnes se réjouir, avoir une vie de famille, s'accepter comme ils sont. On veut créer des guerres partout à gauche, à droite, comme si tout le monde en demandait d'avoir ces guerres-là. On veut réduire les pays des gens en cendres. On veut brûler, on veut vraiment relier, on veut faire ça. Mais qu'est-ce qu'on note dans la ferme, c'est qu'une fois qu'on a fini de planter, il y a des fois, il faut brûler tout pour recommencer à planter. Des fois, il faut tout casser, comme ça, on sera en mesure de créer, créer une maison qui sera à notre goût, parce que c'est nous le propriétaire de la ferme. Ou encore, c'est nous qui pensons que nous sommes le propriétaire de la ferme. Donc, c'est nous qui devrons organiser tous les éléments comme ils sont. Alors, ce que je pose comme question, c'est que, au fait, c'est un peu une réalisation pour comprendre pourquoi est-ce que le développement, par exemple, en termes de machinerie ou même de création, n'a pas eu lieu. Parce que, justement, pour être en mesure d'emboîtailler, par exemple, de la nourriture, il faut avoir une industrie qui sait créer des boîtes, qui sait fermer des boîtes. On est d'accord. Pour être en mesure de créer de la nourriture qui va aller, par exemple, même dans des bouteilles, il faut avoir une industrie solide qui sait créer des bouteilles et créer des fermetures adéquates pour aller avec ces bouteilles. Et là, j'en parle parce que j'ai vraiment étudié longuement dessus. Et même pour l'industrie cosmétique, il y a énormément d'éléments qui entrent simplement dans cette industrie cosmétique. On a tout ce qui peut être les produits utilisés, la stabilisation, les tests, on a les laboratoires pour faire les tests, on a tous ces éléments-là. Mais de l'autre côté aussi, on a tout ce qui est
les conteniteurs pour les matières premières, mais aussi les conteniteurs pour les produits finis. On a le packaging, ce qui est l'emballage qui doit être imprimé, le dessin de l'emballage. On a aussi les machines qui doivent imprimer tous ces emballages. Et quand on regarde, par exemple, que même la Malaisie devient aussi, l'Indonésie, la Malaisie devient un des grands pays pour faire les emballages aujourd'hui à des très, très bons prix. Et on voit comment tout ça se passe, mais en réalité, quand on part en Malaisie aujourd'hui, ou bien quand on part en Malaisie en 2000, on était parti en Malaisie en 2000, on part en 2020, on voit le résultat de ce changement qui a été fait. Mais quand on part au Congo, on était parti au Congo en 2000 et on part en 2020, si autre chose, on voit que le style de vie est en train soit de s'appauvrir pour beaucoup. C'est vrai, chaque 10 ans, il y a des nouveaux riches. Mais en réalité, la population locale, son niveau est en train de s'écrouler, vraiment d'aller très bas. Et c'est une ferme qui ne se nettoie pas. Alors, la question, c'est qu'avec tout ce qui se passe, qu'est-ce que nous pouvons faire ou qu'est-ce que nous pouvons penser sans pour autant sombrer dans la déprime? Parce que c'est une situation qui, moi, je me dis, ça révolte aussi d'un point de vue humain. Ça révolte et c'est aussi, je dis, ça fait honte. Moi, j'ai honte d'être un être humain, de vivre en tant que dans cette situation-là, mais aussi de sentir que nous avons aussi comprendre que nous avons aussi mis les animaux dans une situation encore pire aussi. Et la nature, n'en parlons même pas. On coupe des arbres comme si c'était des bombes, comme si c'était, je sais quoi, comme si c'était des petits pains. On coupe des arbres chaque fois. On ne sait même pas à quoi ça sert. On voit un arbre, on ne sait même pas à quoi ça sert. On coupe l'arbre. On ne sait pas à quoi, on ne sait pas qu'est-ce que cet arbre représente pour la flore naturelle, pour les animaux, pour les autres petits arbres, pour tout ce qui est pour la terre. On ne sait pas, pour nous-mêmes, on ne sait même pas qu'est-ce que cet arbre représente. On ne sait pas combien de personnes ce seul arbre a touché. Si on pouvait accéder à la mémoire de cet arbre, on allait savoir qu'est-ce que cet arbre a fait pour tout le monde. Mais bien, on va aller couper cet arbre comme si c'était rien et on va le mettre dans un bateau pour la mettre dans l'eau, pour l'envoyer je ne sais où, comme on avait mis nos frères dans l'eau. La réponse dans la seconde partie. Oudja Seneb.